An appeals court has thrown out the $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump. Now, as a reminder, this ruling, it stems from New York State's 2022 lawsuit against Trump, accusing him of fraud and of exaggerating his wealth. A judge found him liable on those charges in 2023. NBC News senior White House correspondent Garrett Haake joins us now. Garrett, what exactly does this ruling mean? I mean, there's the question of penalty, there's the question of liability. Certaines décisions judiciaires ne se distinguent pas seulement par leur verdict, mais aussi par la manière dont elles activent des mécanismes rarement utilisés du système lui-même. Un mardi matin du mois de mars, des agents fédéraux accompagnés de représentants légaux de l'État de New York ont été vus pénétrant dans au moins 3 propriétés de grande valeur associées à l'organisation commerciale de Donald Trump. L'opération, autorisée par décision judiciaire après épuisement des voies de recours, a donné lieu à un processus formel d'inventaire et d'évaluation patrimoniale en vue de l'exécution d'un jugement civil. Bien que prévisible d'un point de vue juridique, cette démarche a rompu avec une norme tacite de retenue institutionnelle à l'égard des anciens présidents, en particulier dans les affaires impliquant des personnalités très exposées au public et dont le capital politique est encore actif. La scène qui s'est déroulée à New York, avec des fonctionnaires pénétrant dans des bâtiments marqués par des décennies de symbolisme entrepreneurial, a non seulement confirmé la validité d'une décision judiciaire, mais a également mis en évidence la volonté du système d'appliquer ses propres mécanismes, même face à d'éventuelles répercussions politiques. La décision d'entrer physiquement dans des immeubles liés à une personnalité qui a occupé la présidence des États-Unis pendant 4 ans et qui reste un acteur important sur la scène électorale projette un changement dans la façon dont la responsabilité est perçue. Il ne s'agit pas d'un cas isolé de poursuite judiciaire. Ce qui ressort, c'est l'image d'une autorité publique exigeant une réparation financière après des années de procédures régulières, au cours de laquelle la partie a eu pleinement accès à la défense, aux recours et aux mesures suspensives. L'impact ne se limite pas au domaine juridique. Il y a un effet institutionnel qui va au-delà de la valeur des biens ou du montant impliqué dans l'exécution. Le simple fait que les garanties patrimoniales offertes n'aient pas été acceptées par les institutions financières ou par la justice et que l'alternative trouvée ait été l'intervention directe remet en question le discours de solidité entrepreneuriale soutenu pendant des décennies. Selon des analystes interrogés par des médias tels que Bloomberg et le New York Times, l'exécution patrimoniale dans des affaires civiles de cette ampleur est extrêmement rare, surtout lorsqu'elle concerne des personnalités de renommée internationale. Les institutions optent généralement pour des moyens plus discrets, tels que les blocages électroniques, les notifications bancaires ou la médiation extrajudiciaire. L'entrée physique d'agents dans des propriétés à valeur symbolique, telles que l'immeuble de la 5e avenue ou le gratte-ciel de la rue Quarenta, indique que le processus a atteint un degré de résistance suffisant pour justifier des mesures extraordinaires. Cela implique que les étapes précédentes, notifications formelles, tentatives d'accord, exigences de caution financière, ont été épuisées. Ce que l'on observe, par conséquent, est moins une rupture qu'un déclenchement intégral du système après des refus successifs de collaboration. Dans le même temps, cet épisode met en lumière une dynamique particulière concernant la crédibilité du marché face aux allégations de solvabilité patrimoniale. Les informations selon lesquelles plusieurs institutions financières ont refusé d'accepter les actifs proposés en garantie révèlent un décalage entre la valeur déclarée des biens et leur acceptation pratique comme garantie. La décision judiciaire qui a autorisé l'exécution a tenu compte de ce scénario, indiquant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments objectifs pour garantir que les actifs pourraient couvrir le montant exigé. Il en résulte une exécution atypique qui met en évidence non seulement un conflit juridique, mais aussi le fossé entre le discours public et la réalité patrimoniale, avec des répercussions immédiates sur la crédibilité des structures de représentation des entreprises construites au fil des décennies. En ce qui concerne l'opinion publique, les enquêtes qualitatives et les analyses des réseaux sociaux
indiquent des réactions partagées. Une partie de l'électorat conservateur voit dans cette mesure une tentative de démoralisation politique, tandis qu'un autre segment, comprenant d'anciens partisans, exprime sa perplexité face à l'écart entre le discours entrepreneurial soutenu depuis des décennies et la difficulté évidente à respecter les obligations légales de base. Parmi les électeurs indépendants, l'interprétation dominante est que le système teste ses propres limites face à des personnalités qui se présentaient comme immunisées contre les conséquences juridiques habituelles. En ce sens, cet épisode renforce l'idée qu'aucune fonction publique, aussi élevée soit-elle, ne garantit une immunité automatique devant la justice. La couverture médiatique de l'affaire reflète également cette tension. Alors que les réseaux plus alignés sur la base du président adoptent des cadres qui mettent l'accent sur les injustices présumées ou les motivations politiques, les médias d'investigation traditionnels se concentrent sur les aspects techniques du procès, soulignant la nature civile du jugement, la succession de défaites procédurales et les fondements de la décision. Ce traitement différencié renforce l'idée que l'affaire opère à plusieurs niveaux, juridique, politique et médiatique, chacun avec sa propre logique de fonctionnement, mais tous liés par un événement commun qui modifie le cours du récit institutionnel récent des États-Unis. La pertinence de cette affaire ne se limite pas à son exécution immédiate. Elle relance un débat plus large sur l'efficacité du système juridique dans la lutte contre les abus de pouvoir et la responsabilisation des personnalités disposant d'un capital politique et économique important. Il met en évidence non seulement le verdict, mais aussi le chemin parcouru pour y parvenir, révélant les difficultés, les pressions et les contradictions auxquelles sont confrontées les institutions qui cherchent à appliquer la loi de manière équitable dans un environnement profondément polarisé. Cette chaîne se consacre précisément à suivre ces transformations institutionnelles avec attention et rigueur. Si vous appréciez ce type d'analyse, cela vaut la peine de nous suivre dans les prochains développements. C'est dans ce contexte que d'autres rouages institutionnels ont commencé à se mettre en mouvement, élargissant la portée de l'épisode et révélant des intersections avec des mécanismes qui, jusqu'alors, restaient en arrière-plan. Le ministère de la Justice, bien que n'étant pas directement responsable de l'origine de la décision civile, a commencé à agir en tant qu'exécuteur technique des mesures déterminées par le pouvoir judiciaire de l'État, renforçant ainsi la convergence entre les sphères fédérales et étatiques dans l'exécution des sentences à fort impact. La présence d'agents fédéraux dans les opérations de saisie de biens a été autorisée sur la base de la coopération interinstitutionnelle prévue par la loi, mais rarement mise en évidence dans les affaires impliquant d'anciens mandataires. Ce tournant a servi en quelque sorte de signal à d'autres organismes, fiscaux, financiers, réglementaires, quant à la légitimité d'actions précédemment reportées par crainte de répercussions politiques ou judiciaires. À partir de ce moment, on a observé une intensification des mouvements dans d'autres tribunaux et agences de contrôle. L'Internal Revenue Service, par exemple, a commencé à réévaluer les déclarations fiscales antérieures liées à des biens immobiliers qui ont fait l'objet d'une exécution, en se basant sur le principe que les décisions judiciaires attestant d'une fraude peuvent modifier l'interprétation fiscale d'événements passés. Dans le même temps, les organismes d'enregistrement immobilier des États ont commencé à examiner les transactions récentes liées aux entreprises contrôlées directement ou indirectement par le président, dans le but d'identifier d'éventuelles tentatives de protection du patrimoine après le jugement. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Persécution, mais par l'application systématique des procédures qui seraient normalement activées dans tout autre cas présentant les mêmes caractéristiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'exécution patrimoniale s'est accélérée dans les semaines qui ont suivi la décision. Il ne s'agissait pas seulement d'une avancée juridique, mais d'un réalignement institutionnel autour du principe selon lequel aucune personnalité publique n'est automatiquement immunisée contre les conséquences de ses actes, même lorsque ces conséquences impliquent des mesures très visibles et potentiellement controversées.
Les tribunaux supérieurs, en rejetant les demandes de suspension présentées par la défense, ont renforcé la solidité procédurale de l'affaire, indiquant que le pouvoir judiciaire est prêt à soutenir ces décisions, même sous la pression publique et politique. Dans des avis récents, les juges des cours d'appel fédérales et d'État ont souligné que les critères appliqués à la condamnation et à l'exécution étaient strictement techniques, fondés sur des preuves documentaires et des rapports indépendants, et que la résistance de la partie condamnée à présenter des garanties financières compatibles n'avait fait qu'accélérer le processus d'exécution directe. Ce mouvement a également reconfiguré l'action de la défense. Face au refus répété des tribunaux d'accepter les arguments de persécution présumés, les avocats du président ont adopté une nouvelle stratégie: tenter de démontrer auprès du marché financier que les actifs ont encore une valeur suffisante pour garantir une caution. Des informations provenant des coulisses indiquent que des représentants du cabinet juridique de Trump ont rencontré au moins 5 institutions dans les semaines qui ont suivi la décision afin de présenter des réévaluations des biens immobiliers, cette fois-ci avec des documents provenant de sociétés de conseil privées. Toutefois, selon des analystes consultés par des publications telles que le Financial Times, la réticence des institutions bancaires à accepter ces actifs comme garantie reste forte, notamment en raison de l'instabilité juridique et de la possibilité de nouvelles condamnations dans des procès parallèles. Cette réaction du marché met en évidence un aspect important de l'affaire: la convergence entre le jugement juridique et le jugement économique. Lorsque des institutions privées dont la fonction est d'évaluer les risques sur la base de paramètres objectifs refusent de valider les déclarations de valeur d'un ensemble patrimonial, même si ces biens font l'objet d'un litige juridique, il y a un effet de rétroaction entre la décision judiciaire et la perception de solvabilité. Le pouvoir judiciaire atteste l'existence d'une fraude, le marché le confirme en refusant la couverture. Il en résulte une sorte de double vérification qui, même sans intention coordonnée, renforce la crédibilité institutionnelle du processus. Dans ce scénario, le rôle de la presse est devenu central. Des reportages d'investigation publiés par des médias tels que ProPublica, CNN et Reuters ont révélé que le processus d'évaluation patrimoniale s'est heurté à une résistance active de la part du condamné, notamment des difficultés d'accès physique à certains biens immobiliers et des questions sur l'intégrité des experts désignés. En réponse, la justice a renforcé l'équipe technique impliquée, élargi la portée des rapports et sollicité le soutien d'institutions indépendantes pour valider les chiffres présentés. L'insistance à protéger le processus contre toute allégation de partialité indique que le pouvoir judiciaire est conscient du poids politique de l'exécution et cherche à éviter que sa légitimité ne soit remise en question par des aspects formels. Cette prudence se reflète également dans le choix des méthodes de communication. Les décisions les plus récentes ont été publiées dans un langage objectif et juridique, sans adjectifs, avec une justification détaillée et une description précise de chaque argument accepté ou rejeté. Les spécialistes en droit comparé soulignent que cette approche s'aligne sur les pratiques des tribunaux internationaux dans les affaires très médiatisées, où la manière dont la décision est rédigée devient aussi importante que son contenu. En adoptant cette norme, le pouvoir judiciaire signale que l'affaire transcende la personne impliquée et s'inscrit dans un débat plus large sur le fonctionnement des institutions dans des environnements de polarisation intense. Jusqu'à présent, on observe une réponse systémique, échelonnée et techniquement structurée à une affaire qui réunit des éléments juridiques et politiques dans des proportions rarement vues. Le maintien de l'accent sur la procédure, le refus d'accepter des arguments non étayés par des preuves et la volonté de soutenir la décision même face à des pressions extérieures démontrent que le système fonctionne actuellement avec un degré élevé de cohésion. Néanmoins, la capacité à maintenir ce niveau de stabilité dépendra de la poursuite du processus dans le strict respect de la légalité et de la modération des discours qui cherchent à transformer les litiges civils en batailles de nature exclusivement politique. C'est précisément ce type de suivi qui articule des éléments juridiques, économiques et institutionnels que nous proposons ici.
Si vous appréciez les analyses qui ne s'arrêtent pas à la surface, continuez à suivre les développements avec nous. Des interprétations divergentes continuent d'émerger quant à l'ampleur réelle du conflit qui se déroule à ce stade. Pour une partie des juristes, cet épisode contient des éléments susceptibles d'influencer durablement les critères de responsabilité patrimoniale appliqués aux personnalités publiques impliquées dans des pratiques commerciales illicites. Pour d'autres analystes du domaine juridique, il s'agit d'un procès important et très médiatisé, mais qui s'inscrit encore dans une logique d'exception, marquée par la notoriété du protagoniste, l'ampleur des sanctions imposées et l'exposition inhabituelle des actifs saisis. Quelle que soit l'interprétation adoptée, le scénario qui se dessine à partir de l'exécution patrimoniale de Donald Trump produit des effets qui dépassent le cadre des tribunaux et des marchés financiers. Le débat touche au cœur même du principe d'égalité devant la loi et teste la capacité des institutions à agir sans concession face à des acteurs dotés d'un capital politique et symbolique élevé. Les analystes politiques les plus prudents ont évité de qualifier cet épisode de tournant décisif, précisément parce qu'ils reconnaissent que le développement institutionnel des États-Unis d'Amérique ne suit généralement pas des trajectoires linéaires. Il existe des précédents historiques où des décisions judiciaires ayant eu un impact important ont finalement été atténuées, reformulées ou vidées de leur substance par des remaniements politiques ultérieurs. Ce qui différencie la situation actuelle, selon certains observateurs, c'est la conjonction de facteurs spécifiques, une décision judiciaire fondée sur des motifs solides, un historique largement documenté de résistance à l'application des décisions judiciaires et la perception, de la part du système financier, que les actifs présentés ne correspondent pas au discours public sur la solvabilité. Cet ensemble tend à réduire considérablement la marge de manœuvre pour des revirements et à augmenter le coût politique de toute tentative explicite d'ingérence dans le cours du processus. Les enquêtes disponibles indiquent qu'au moins 6 actions parallèles impliquant l'organisation Trump sont en cours dans différentes juridictions, ce qui accroît le degré d'incertitude et exige que les stratégies juridiques et politiques du président soient menées sur plusieurs fronts à la fois. Chaque nouvelle ordonnance, décision ou action procédurale influence la perception publique de l'affaire principale et peut renforcer ou affaiblir l'image d'autonomie institutionnelle que le pouvoir judiciaire cherche à préserver. La simultanéité de ces actions, même si elles ne sont pas formellement coordonnées, crée un environnement de pression juridique continue qui, dans la pratique, restreint la marge de manœuvre discursive de la défense et réduit l'efficacité des tentatives de réorientation du discours dominant par le biais de déclarations publiques isolées. Dans ce contexte de tension institutionnelle croissante, le rôle des cours supérieures devient déterminant. L'acceptation éventuelle, par une instance quelconque, d'arguments liés à la proportionnalité des sanctions ou à la conduite de la procédure pourrait ouvrir la voie à un changement de cap par rapport à la situation actuelle. Néanmoins, des analyses publiées par des médias spécialisés tels que Lawfare et Politico indiquent que la tendance récente des décisions, en particulier en ce qui concerne la légalité de l'exécution patrimoniale, révèle un niveau de cohésion plus élevé que celui observé lors d'autres moments de tension institutionnelle dans l'histoire américaine. L'interprétation dominante est que les instances supérieures ont signalé, par le rejet récurrent des recours, que l'affaire est traitée comme un litige civil très complexe, mais qui s'inscrit pleinement dans les paramètres ordinaires du fonctionnement institutionnel. Dans cette perspective, la manière dont le pouvoir judiciaire, la presse et les acteurs politiques répondent à la rhétorique de la persécution joue un rôle central dans la préservation de l'équilibre institutionnel. Jusqu'à présent, la position de retenue adoptée par des figures centrales du système politique, y compris au sein du Parti républicain, a consisté à tenter de réduire la pression et d'éviter que les discours de victimisation ne trouvent un soutien officiel. Cette stratégie n'est toutefois pas illimitée. Si de nouvelles décisions renforcent l'étau juridique, il pourrait devenir impossible de maintenir une neutralité publique prolongée sans donner l'impression d'omission ou de connivence.
Le défi central ne se limite donc pas à la conduite technique du processus, mais implique le maintien d'un discours institutionnel capable de communiquer à la société que ce qui est en cours est l'application régulière de la loi, et non une mesure exceptionnelle guidée par des convenances circonstancielles. Parallèlement, les institutions universitaires et les centres de recherche s'intéressent de plus en plus à enregistrer cet épisode comme une étude de cas sur la tension entre responsabilité juridique et discours politique. Des débats récents organisés par les facultés de droit d'universités telles que Harvard, Yale et Georgetown ont analysé les effets des actions judiciaires très médiatisées sur la stabilité des démocraties libérales. L'un des points les plus récurrents dans ces discussions est le rôle des tribunaux dans la préservation de leur propre autorité dans des contextes de polarisation intense. Lorsque les décisions judiciaires sont réinterprétées par les dirigeants politiques comme des instruments de persécution, même dans des scénarios où le droit à la défense et l'accès public aux dossiers sont largement garantis, le risque dépasse le cas spécifique et touche à la légitimité même des mécanismes démocratiques de résolution des conflits. La situation reste donc ouverte. L'exécution patrimoniale progresse conformément au cadre juridique en vigueur, tandis que les tentatives de qualifier cet épisode de persécution politique continuent de gagner du terrain dans certains secteurs. L'enjeu dépasse le sort de biens spécifiques ou le résultat d'un recours isolé. Il s'agit de la capacité du système institutionnel à préserver son intégrité face à des pressions organisées qui cherchent à détourner l'attention de la responsabilité juridique. Il ne s'agit pas d'établir des jugements de culpabilité ou d'innocence sur la base d'alignements politiques, mais d'observer si l'application de la loi parvient à rester stable, prévisible et impartiale face à une personnalité dont la trajectoire publique a toujours entretenu une relation ambiguë avec les institutions. Les prochains mois en diront moins sur l'individu lui-même que sur le degré de résilience de l'appareil institutionnel des États-Unis d'Amérique face à une épreuve unique dans son histoire récente. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de ce processus, en cherchant à comprendre non seulement ses implications juridiques immédiates, mais aussi ce qu'elles révèlent sur le fonctionnement des institutions dans une période marquée par des incertitudes structurelles.